d'identification, 5 ressortissants étrangers portés disparus. Est-ce que vous vous attendiez finalement à ce que ce bilan atteigne ce seuil, Boukhra? Personnellement, j'attendais à ce que le bilan soit beaucoup plus élevé que cela, vu la nature de l'opération, le contexte dans lequel l'armée intervient, la nature aussi des... vous savez que les spécialistes disent que lorsqu'il y a une prise d'otage de masse, ça c'est important de souligner parce que ce n'est pas 2-3 bonhommes, c'est pas une affaire, c'est une prise d'otage de masse. Lorsqu'il y a une prise d'otage de masse, lorsque les preneurs d'otages sont hantés par l'idéologie du martyr, c'est-à-dire du suicide, lorsque les victimes, on leur a mis des colliers chargés d'explosifs, dans ces deux cas, les spécialistes disent que théoriquement, il faut considérer tous les otages comme morts avant d'entamer l'opération. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que le jeu est clair dès le début. Ah oui, absolument. Et vous n'avez qu'à voir toutes les opérations de prise d'otages à travers le monde, comment la plupart se sont terminées. Moi, je trouve que le résultat n'est pas aussi sanglant qu'on le dit, parce qu'il y a aussi... Tout est relatif. Là, vous vous basez sur le nombre total. Il faut compter les Algériens. Il faut compter l'ensemble des otages. Pourquoi ne compter que... les Occidentaux ou les étrangers? La mort d'un homme est toujours, d'un individu, c'est toujours un mort de trop. Il n'y a aucun problème sur cela. Mais les vies se valent. Alors si vous calculez uniquement, si vous établissez un ratio sur la base du nombre de personnes sur les lieux, c'est une chose. Mais là, c'est une prise d'otage. Les Algériens, ce qui était à peu près 600 et quelques, il faut les compter. Donc si vous comptez le total, le ratio n'est pas considérable. Donc, à moins, évidemment, de considérer que la vie d'un Algérien vaut 10 fois moins ou 100 fois moins que celle d'un ressortissant étranger. Ils sont tous engagés, c'est tous des gens qui sont... Donc, vous vous attendiez à un bilan beaucoup plus lourd? Oui, je m'attendais à un bilan beaucoup plus lourd que cela. Mounir Boujma, c'est votre cas aussi? Ben, écoutez, pour ce qui est du bilan? Je pense que M. Boukhra a résumé très bien la situation par rapport à ces prises d'otages et que intervenir dans ce type de prise d'otages, on l'a vu effectivement quand les forces spéciales interviennent, que ce soit les forces israéliennes en Entebbe, en Ouganda ou les forces américaines qui ne sont même pas arrivées à libérer leurs otages en Iran en 1979 ou celle de la prise d'otages de Bombay ou de Beslan. Généralement, les bilans sont catastrophiques. Toujours une fin tragique. Mais avec des bilans énormes. On est bien en deçà, de par la réactivité de l'armée, de par la décision très rapide d'intervenir, et qui est, je pense, qui a été une décision qui a été décisive, parce qu'entre la réflexion et de mettre les moyens logistiques et humains et intervenir, il y a eu très peu de temps. Et heureusement, parce que l'avenir a donné raison à cette façon de faire. Oui, effectivement, à la stratégie. C'est-à-dire on aurait pu avoir un bilan, effectivement, de 800 morts. Donc vous pensez que si les forces spéciales de l'armée n'étaient pas intervenues vite, donc la célérité de l'opération et la décision d'intervenir, le bilan aurait été beaucoup plus grave? Ben écoutez, ils ont miné toute l'installation. L'arsenal qu'ils avaient, les explosifs, et toutes les ceintures d'explosifs qui étaient réservées aux otages, qui allaient, quel que soit X, mourir. Donc à partir de là, l'addition du type d'explosifs qu'ils allaient utiliser, plus bien sûr le site en lui-même, sa vulnérabilité, c'est du gaz, c'est des gisements de gaz. Il ne faut pas oublier que l'intervention s'est faite sur un site où toute la zone, presque, comme le dit M. Sellel, presque 15 hectares, qui allait être soufflé. Je ne sais pas si les gens réalisent la dimension de 15 hectares avec du gaz en dessous. C'est-à-dire c'est quelque chose qui pouvait raser toute la région. C'est-à-dire c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est du jamais vu. Il y avait les vies humaines à sauver, mais aussi le site qui est ultra sensible. Absolument, comme vient de dire Oujma, il faut imaginer l'explosion d'un site pareil, c'est l'effet d'une petite bombe atomique.
c'est à peu près à 60 ou à 70 km à la route, la ville d'Élysée sera complètement rasée. Un. Deuxièmement, c'est tout de même une de nos ressources, et c'est notre ressource stratégique. Ça veut dire non seulement le coût humain sera considérable, parce que le nombre de morts, il faut le multiplier par 100 ou 200. Vous avez aussi toutes les conséquences sur le plan écologique par la suite. Ça va être aussi une véritable catastrophe. Donc, si les forces de l'armée algérienne n'étaient pas intervenues en un laps de temps aussi court, de toutes les façons, là, il n'y aurait même pas eu un rescapé, ni ressortissant étranger, ni algérien. Tout le monde serait mort, et avec des conséquences sur le plan à la fois humain, matériel, écologique, économique, financière considérable. D'accord. Juste, Oui. je voulais ajouter sur cette question de victimes et la valeur, comme dit M. Boukrad, la valeur de la vie humaine. L'Algérien qui est mort, comme a parlé le Premier ministre, au tout début de l'opération. Voilà, il a rendu hommage au jeune de Tiaret qui s'est sacrifié, qui savait qu'il allait mourir et qui a donné l'alerte et la bonne alerte en appuyant sur le bon bouton qui donne l'alerte que c'était une attaque terroriste. Ce n'était pas un incident ou un incendie ou quelque chose comme ça. Ce jeune-là, pour moi, il faut qu'il soit élevé au rang de héros national, parce que de par ce geste, on a une victime algérienne. Et quelle victime, j'allais dire? C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour tous les autres, qui s'est sacrifié pour tous les Algériens. Il faut rendre hommage à cet acte de bravoure, parce que dans ces histoires-là, et dans les grandes histoires, il y a les petites histoires. L'histoire de ce jeune de Tiaret, c'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il a fait. Et je veux que les gens insistent là-dessus, que j'espère que l'État va lui rendre l'hommage qu'il mérite. Par son action. Alors, voilà comment on va structurer le reste du débat. On va commencer par parler des assaillants, donc des terroristes. Ensuite, on va parler des otages. Et puis, on va parler un peu des réactions internationales, de la diplomatie de manière générale. Alors, d'abord, les terroristes. Ils étaient 32 au total, une multinationale carrément, puisqu'il y avait 8 nationalités. Alors, Algérie, Tunisie, Libye, Mali, Égypte, Niger, Mauritanie et même Canada. Alors, ce qui m'a le plus impressionné, c'est un peu le nombre de terroristes tunisiens. On parle de 11 au total, inimaginable, vous allez me dire, il y a quelque temps. Je parle de la période de Ben Ali. Yes, Boukra. Oui. 11 terroristes tunisiens. Oui, il ne faut pas oublier qu'il s'est passé ce que certains ont qualifié de révolution. De printemps arabe. Oui, un drôle de printemps. L'arrivée au pouvoir du mouvement islamiste. Nous savons ce que c'est. Nous connaissons le double langage de ce courant. À l'ombre de ce régime islamiste, ce sont les salafistes, les djihadistes qui sont en train de prospérer. Vous avez vu qu'ils ont déjà commencé en Tunisie à user de violence contre les femmes, contre des artistes. Bref. Le mouvement salafiste. Le mouvement salafiste djihadiste, donc, bénéficie des libertés qu'accorde la démocratie. Évidemment, des libertés auxquelles il mettra fin dès qu'il aura le pouvoir, ça c'est connu. Alors, la Tunisie maintenant, la Tunisie elle-même est menacée par ces groupes salafistes djihadistes. Et une grande partie de ces gens-là ont rejoint le Mali dans le cadre du fameux djihad contre les mécréants, contre les croisés. Donc aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas. Qu'il y ait autant de nationalités, Qu'il y ait autant tunisiens. Deuxièmement, il y a aussi, il ne faut pas oublier que Belmokhtar Dilawar est quelqu'un qui cultive cette idée de djihad mondial. Il a toujours tenu à avoir des étrangers dans sa katiba. Dans ses rangs. Absolument, il a toujours insisté sur ce point. Toujours, parce que pour lui, la dimension nationale n'existe pas. Donc c'est quelqu'un qui... Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui vient d'Afghanistan, qui a été dans le GIA, qui a été dans le GSPC, et qui vient surtout, ça c'est important de le souligner, de faire dissidence avec l'AQMI. Et sa katiba ne s'appelle plus comme auparavant le Moulthamoun. Maintenant, il s'agit des signataires dans le sang. Donc c'est un groupe qui prétend autonome, et compte tenu de la concurrence
qu'il y a actuellement au Sahel, la multiplication des groupes armés, terroristes. On ne sait plus comment les qualifier d'ailleurs. Voilà. D'abord, il nous faut trouver une place dans le nouveau paysage djihadiste. Ensuite, vous savez comment fonctionnent les groupes djihadistes. C'est la surenchère. C'est celui qui commettra les plus grands attentats, qui tuera le plus de gens, donc qui aura la plus grande légitimité. Et lui veut prouver cela, veut regagner, et c'est pour ça qu'il s'entoure d'étrangers, donc d'une véritable transnationale. Alors, Mounir Boudjema'a, une multinationale, j'ai envie de dire terroriste, 8 nationalités, même des Canadiens. Moi, je suis vraiment étonné que les gens soient étonnés. C'est-à-dire que l'Algérie, depuis le début du terrorisme dans les années 90, c'est peut-être le seul pays qui parlait de terrorisme transnational. C'est-à-dire qui transcende les frontières, qui dépasse un cadre d'un État de par les frontières, effectivement, et de par la composante aussi des groupes terroristes. Donc on a parlé de cette histoire, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on la répète au sein des instances internationales. Et de prévenir nos voisins, et pas que nos voisins, même les grandes puissances, attention. Le terrorisme n'a pas de visage, n'a pas d'identité, et il peut être multiple. Et effectivement, il n'y a pas de frontières. Donc cette notion de terrorisme transnational, chaque pays commence à la sentir. Comme maintenant, par exemple, je cite juste un exemple, il y a des otages, il y a eu des otages roumains, colombiens et norvégiens. Je ne veux pas accuser ces pays, mais ces gouvernements, effectivement, ce n'est pas des États où il y a du terrorisme islamiste. C'est-à-dire où le salafia s'exprime dans ces États-là. Donc ils sont très loin du phénomène. Mais de par ce qui s'est passé à Ain Amenas, ils sont impliqués. Ils sont de facto impliqués. Ils ont été touchés dans leur chair à travers leurs ressortissants et ils ont eu des victimes. Donc à partir de là, il faut être conscient de ce phénomène de transnationalité. Le deuxième point qui est très important pour moi, c'est qu'au-delà qu'ils soient en tunisien, et comme l'a expliqué si bien M. Boukra sur le déroulé historique de pourquoi la Tunisie en est arrivée là, moi je voulais contredire le Premier ministre dans ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire lui, il est dans son rôle, il est dans un rôle politique, où il parle, il dit les terroristes sont venus du Mali, du Nord Mali. C'est de la sémantique, c'est des nuances, il faut apporter peut-être un léger rectificatif à ce qu'il vient de dire. Pour moi, effectivement, les terroristes sont au Mali. Le fond du problème a commencé au Nord Mali, quand l'ancien gouvernement de ATT de Amana Touré a donné un sanctuaire dans le Nord, en ne les touchant pas à tous ces groupes, malgré toutes les alertes de l'Algérie. Bon, ça c'est l'histoire ancienne. Maintenant, parlons de ce qui s'est passé à Ain Amenas. Qu'on dise que ces gens-là sont venus du Nord Mali, moi, ça me pose... Vraiment, je suis très gêné par rapport à cette affirmation. Vu la distance par rapport à la Libye? Au-delà de la distance, j'ai dit que le Premier ministre est dans son rôle. Et dans son rôle de Premier ministre de politique, on fait de la diplomatie, on a des voisins, on est sensible à ce qu'ils pensent, donc on ne veut pas les froisser. C'est normal. Mais moi, j'imagine effectivement, techniquement, que c'est très difficile qu'un groupe comme ça vienne du nord du Mali, qui fasse une traversée de 1900 km pour aller à Ain Amenas. Je trouve ça invraisemblable. Par contre, il y a le deuxième. Voilà, il y a la Libye. Bon, maintenant, il ne veut pas heurter peut-être le voisin libyen parce qu'on est en train de négocier avec eux sur les tracés des frontières et sur la sécurité des frontières. Mais revenons au cas libyen. Le cas libyen, c'est ce qui se passe, c'est le chaos. Je ne sais pas si les gens... Parce que toutes les chaînes parlaient quand on devait libérer la Libye de Kadhafi. Maintenant, on paye les conséquences. Plus personne n'en parle. Parce qu'il faut voir ce qui se passe là-bas. Il y a des maisons il y a des armes dans chaque maison. Les gens sont surarmés, il y a des milices. Ça y est, la Libye, c'est fini. C'est-à-dire que on nous a parlé du CNT, du gouvernement provisoire et machin, mais personne ne contrôle la situation, même pas les grandes puissances. Du fait que même l'attentat de Benghazi a démontré qu'il pouvait s'en prendre aux diplomates américains et tout. À partir de là, il faut appeler un chat, et ces gens-là sont venus de Libye, c'est tout. Ce que moi j'affirme, je dis que ces gens-là sont venus de Libye, on a 1000 km avec cet État, il faut régler le problème. C'est à un jet de pierre de Ain Amenas, c'est-à-dire c'est quelque chose, les gens qui connaissent la région, qui sont partis, savent que ça vient de là-bas, comme la drogue, comme des problèmes de contrebande, etc. Donc
que M. Sellel dise ça, c'est normal, il est dans son rôle, je le répète, mais il faut être conscient qu'il y a effectivement un gros problème avec nos voisins de l'Est, non seulement la Tunisie, qui ont, saluons-le, une position très courageuse sur l'intervention au Mali et sur l'affaire In Amenas, mais par rapport à la Libye, je reste très sceptique. Alors, Lies Bokra, est-ce que vous êtes du même avis? Oui. Sur la provenance du groupe. Hein. Quand on est, attendez, quand on est, c'est pour la première fois qu'on parle du Mali. Attendez. Depuis le début de l'affaire, jamais. Quand on est le produit de la mondialisation, on est automatiquement une réalité mondiale. Même si on prétend la spécificité. Et parfois, justement, c'est parce qu'on est le résultat de la mondialisation qu'on se prétend spécifique. Donc, moi, ça ne m'étonne pas que ce soit un groupe, comme disait là, que ce soit un groupe composé de convertis, de Tunisiens, etc. Maintenant, ils viennent... moi, je tends à dire que leur provenance, c'est plus la Libye. C'est beaucoup plus cohérent compte tenu de la situation qui règne en Libye. C'est très simple, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir. C'est des groupes armés qui se partagent des territoires. D'ailleurs, au sein d'une même ville, quand vous passez d'un quartier à un autre, vous passez en fait d'un État à un autre. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que ceux qui ont fait, parmi ceux qui ont fait ces révolutions, c'est essentiellement, comme actuellement d'ailleurs en Syrie, c'est essentiellement des djihadistes et c'est souvent des anciens chefs, des anciens émirs au niveau de la Qaïda. Un Belhadj par exemple est très connu. Donc ce sont des djihadistes convaincus et ce sont des, en tant que tels, ils soutiendront n'importe quelle opération djihadiste dans le monde. Alors surtout quand elle se déroule en Algérie. Il ne faut pas oublier que l'Algérie est toujours considérée par le terrorisme mondial comme une des cibles majeures. Donc moi je pense que, compte tenu du fait que cette frontière libyenne est normalement très verrouillée, à partir de... Vous savez qu'il y a une situation de guerre au Mali, donc... les frontières étaient censées être ultra sécurisées entre la Libye et l'Algérie du moins. Même si le risque zéro n'existe pas en la matière, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est 1300 km de frontières, l'immensité désertique, etc. Elle peut être, même si on la verrouille bien, elle peut pas. Mais la distance... moi, je pense plutôt que ce groupe... il y a plus la probabilité qu'ils viennent de Libye est que du Mali. Forte. Oui. Alors pour l'arsenal militaire, on l'a vu, d'ailleurs la télévision n'a cessé de montrer un peu cet arsenal, cet armement lourd. D'ailleurs, on a le droit de se poser les questions. Alors les spécialistes, en fait, ceux qui s'occupent de très près de ces questions signalent la présence de Belmokhtar à Tripoli il y a quelques semaines. Et c'est là que Belmokhtar a eu une réunion avec ses lieutenants et c'est là que l'opération a été préparée. Deuxièmement, ce type d'armement, on ne l'achète pas au Mali. Belmokhtar est allé faire son marché à Tripoli. Son shopping, comme dirait l'autre. Absolument. Il a de l'argent des rançons, l'argent de la drogue, l'argent du Malboro, etc. Et il a fait son shopping, il a acheté les armes qu'il fallait. Et quelle arme? Ce n'est pas une histoire de Kalachnikov, etc. C'est des armes beaucoup plus lourdes, beaucoup plus dangereuses. C'est un arsenal de guerre, tout simplement. Donc l'opération s'est préparée bien à l'avance. Bien à l'avance. En Libye, à Tripoli, les armes viennent des arsenaux libyens. Et je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, le groupe irait jusqu'au Mali. Pour remonter, Mounir Boujma, sur cet arsenal militaire. Les arsenaux libyens. Et je ne vois pas pourquoi, à ce moment-là, le groupe irait jusqu'au Mali. Pour remonter, Mounir Boujma, sur cet arsenal militaire, on a le droit de se poser la question. Comment une telle quantité d'armes a pu pénétrer le territoire algérien, vu que, normalement, les frontières devaient être sécurisées, surtout après ce qui s'est passé en Libye, et surtout que c'est à proximité d'un site aussi sensible que In Amenas. Parce qu'on est en train de voir In Amenas comme une île isolée au milieu de nulle part. In Amenas est à une l'extrême sud-est de l'Algérie, qui est complètement vulnérable par rapport à tout le trafic qui se passe tout
tout au long de la bande frontalière qui va jusqu'au Sahel. Et là, il faut comprendre quelque chose. Il y a eu, d'abord, faisons le répertoire pays par pays. On savait qu'au niveau du Mali, dans les garnisons du Nord, à l'époque de l'armée, qu'il y avait des complicités de l'armée malienne avec les terroristes, où les armes neuves se revendaient sur le marché noir. Deuxième aspect, il y a, après l'affaire libyenne, qui a ouvert tous les arsenaux militaires de la Libye, qui étaient surarmés, c'était un régime qui était surarmé, surtout en armes légères et semi-légères, ou ce type d'armement qui s'adapte très bien à ce genre d'action terroriste. Même des missiles, sol-air, des choses comme ça. Après, il y a aussi la profusion d'argent dont parlait M. Boukra. C'est-à-dire, cette arme-là, il faut se les payer. Il faut avoir de l'argent pour se les payer. Il faut dire qu'avec l'argent qui est en train de circuler à travers les rançons et le paiement des rançons par les mêmes gouvernements qui sont en train de nous critiquer, qui, en cachette, vont donner des petites valises remplies de millions d'euros à ces mêmes groupes pour libérer leurs otages, c'est le prix à payer, ils l'ont payé. Ils l'ont payé. Je comprends à la limite les Anglais qui ne payent pas, ils refusent, ils ont eu un otage Dayer, M. Dayer qui a été exécuté parce qu'ils ont refusé de payer, mais d'autres ont payé. Et cet argent-là, il est parti où? Maintenant, il faut suivre l'argent. Cet argent, on peut se payer ce qu'on veut en armement dès qu'on dépasse la frontière algérienne, ça il faut le dire. Pourquoi? Je ne vois pas pourquoi les gens sont étonnés. Nous sommes dans des zones grises. Les zones grises naissent comme le résultat de la défaillance des États. On est entouré finalement de pays complètement instables. Non, des pays qui sont des zones grises, des pays qui sont caractérisés par des États défaillants ou en faillite, qui sont écroulés. En Libye, il n'y a pas d'État. De toute façon, il n'y a jamais eu d'État au sens propre, au sens conceptuel du terme, mais il y avait un pouvoir central qui contrôlait le pays, qui sécurisait. Alors, beaucoup de personnes disent, soyons honnêtes, s'il y aurait eu toujours Kadhafi, jamais une chose pareille ne serait produite. Je dis, on ne peut pas parler d'État à l'époque de Kadhafi au sens fort, mais il y avait un pouvoir central qui correspondait à la structure de la société libyenne, hein, mais qui sécurisait le pays, qui contrôlait ses frontières. Il n'y a plus. En fait, l'insurrection, pour moi, ce sont des insurrections et la guerre qui a été menée contre Kadhafi par les puissances occidentales, notamment par la France de Sarkozy. Là, vous faites bien de le préciser. Oui. Donc, il n'y a plus d'État. Au Mali, alors là, l'État n'a jamais... il n'y a jamais eu d'un État au sens propre du terme. Il y avait un pouvoir central, mais qui était faible et qui n'imposait son autorité que sur quelques villes, zones utiles, et qui a marginalisé, notamment avec le président ATT, de façon presque délibérée, tout le nord du pays. Boudjema a parlé des complicités, elles sont avérées à un très haut niveau de l'État malien avec les groupes terroristes. Il n'y a qu'à se rappeler la prise d'otage de 2003 avec les Allemands. Absolument. Les difficultés et aussi l'affaiblissement considérable de l'État en Tunisie. Et là aussi, une grande partie du territoire tunisien échappe au contrôle de l'État tunisien. Donc, il y a une offre, il y a une demande, il y a de l'argent. Très bien. Alors, maintenant, le mode opératoire des terroristes. J'aimerais m'arrêter là-dessus, si vous le permettez, messieurs. Alors, d'abord, une fois qu'ils ont pris les otages, ils ont installé à certains des ceintures explosives, ils leur ont laissé les téléphones portables. Façon de leur dire, appelez vos familles à l'étranger, appelez vos gouvernements pour leur dire exactement dans quel état vous êtes. Et ils ont eu cette idée réellement de quitter le territoire algérien en compagnie de ces otages. Alors, est-ce que réellement ces terroristes, Yes Boukra, pensaient pouvoir parvenir à leur fin? Puisque, vu la façon de faire, c'est clair qu'on pense systématiquement aux martyrs, aux suicides. Ils étaient dans un état d'esprit suicidaire. D'abord, une précision, hein. Ce que les terroristes ont fait, en fait, c'est un plan B. Hein. Le plan A, le véritable plan
pour ces terroristes. Attaquer le bus. C'était non, justement, c'est le bus qui est un peu faussé. C'était tout simplement venir, arriver, investir les lieux, miner tout le site de production, prendre les otages et s'en aller très vite et faire sauter derrière eux le site de production. Ah, c'est digne d'un film, carrément. C'était ça, le plan, c'était ça. La chance, c'est qu'il y a eu un bus qui devait transporter des ressortissants étrangers vers l'aéroport. Et ce bus est toujours accompagné d'une par escorte de la gendarmerie. D'habitude, c'était 2 Toyota. Semble-t-il, cette fois-ci, le hasard ou la chance, c'était 4 Toyota. Les gendarmes ont résisté contre l'attaque. Et c'est là où le jeune, que j'appelle véritablement héros, c'est vrai que ce jeune de Tiaret doit être considéré comme un héros national, a donné l'alerte. Donc là, la bonne alerte. La bonne alerte. Pris de court, ils ont appliqué le plan B qui consistait à ce moment-là à faire ce qu'ils pouvaient faire. Alors ce qu'ils pouvaient faire, et comme ils étaient informés, comme ils connaissaient bien le site, parce qu'il y a aussi une complicité, on ne fait pas ce type d'opération sans complicité. On ne prend une citadelle que de l'intérieur. Hein. Rarement des citadelles ont été prises de l'extérieur. Donc il y avait une complicité importante, donc ils connaissaient le lieu, ils savaient l'heure à laquelle il devait y avoir une réunion des ressortissants étrangers, des ingénieurs, bref, ils avaient beaucoup d'informations. C'était prémédité, C'était préparé. prémédité. Voilà. Alors, ils savaient très bien. Alors la première chose qu'ils font, c'est évidemment laisser les portables pour demander à ces ressortissants d'appeler leur famille, donc d'informer leur État. Et de mondialiser l'affaire. D'informer cet État, c'est un mode de communication, hein, d'informer l'État, d'informer donc, de faire que ça devienne, que ça ait un impact médiatique mondial. Et ça a été le cas. Et puis, vous savez, quand un otage informe sa famille qu'il est prisonnier d'un groupe de terroristes de la sorte, évidemment, c'est la panique dans ces pays. C'est vraiment, il y a un stade où on réagit vraiment sur l'affect, hein, de façon émotionnelle. Deuxièmement, pourquoi ils ont tenté de sortir? D'abord parce qu'ils étaient coincés. Il n'y avait pas d'autre issue. Donc comme ils sont évidemment grandis, ils ont été socialisés dans l'idéologie du martyr et du suicide, mais il n'y a pas que cela. Ils avaient des étrangers avec eux, ils avaient pris des étrangers. Et en pensant aux pressions que, à la suite justement de leur opération de communication, aux pressions que tous les pays étrangers qui avaient des ressortissants, la pression qu'ils allaient exercer sur les autorités algériennes serait tellement forte qu'on n'oserait pas tirer. Et ça n'a pas Ils été se sont le cas. trompés sur la fermeté Alors, des Mounir autorités Boudjema, algériennes. sur le modus operandi des terroristes. Bah, écoutez, c'est-à-dire que les gens qui connaissent la lutte contre le terrorisme, qui l'ont expérimenté sur le terrain, savent quelque chose qui est fondamental et qui est invariable, quel que soit le pays, quel que soit le contexte. Quand le terrorisme veut frapper, il frappe. C'est-à-dire là, il faut qu'on soit un peu conscient de ce qu'on est en train de parler. Le terrorisme, quand il veut frapper, il frappe parce qu'il est déjà aléatoire. C'est-à-dire on ne peut pas programmer une attaque, on ne peut pas l'anticiper, il faut avoir beaucoup de renseignements, il faut infiltrer ces groupes, il faut recouper, et le terrorisme s'adapte. Quand il fallait faire le 11 septembre, Al-Qaïda l'a fait, elle a réussi à le faire. Ça a pris peut-être 5 ans de préparation ou plus, mais ils l'ont fait. Ils avaient les hommes, ils avaient l'argent, ils avaient la planification, et ils avaient le temps. Donc ces gens-là ont pris le temps pour le faire, ils l'ont fait. C'est pas de se dire comment ça peut arriver. On parle souvent des attaques réussies, mais pas des attaques ratées ou avortées. Il y en a eu plein. Parce qu'on est toujours dans une lutte contre le terrorisme. Les gens oublient assez vite. Cherchel, c'est il y a 1 année. Les Issel, il y a 2 ans. On parlait du gouvernement, il y a 4 ans. C'est-à-dire que c'est récent. Oui, bien sûr, c'est très récent. On est toujours en lutte. Ça se passe au sud, peut-être loin des yeux, mais le nord, en grande partie, a été sécurisé. Grâce à ces efforts-là, maintenant, il y a le sud qui commence vraiment à poser de sérieux problèmes. Mais de dire qu'on anticipe une attaque terroriste, il faut être sérieux, 30 secondes. Personne au monde ne peut anticiper une attaque terroriste. Il faut avoir la bonne information. Et encore, parce qu'ils sont aussi dans des niveaux de manipulation, de terrorisme, qui est exceptionnel. Maintenant, pour parler du modus operandi, maintenant, il y a l'autre aspect du modus operandi, c'est l'information, effectivement, c'est la propagande. La
propagande terroriste. Là, autant l'opération militaire a été réussie sur le plan technique et décisionnel, autant s'il y a une tache noire dans le bilan de l'Algérie, c'est la communication, il faut le dire. C'est-à-dire c'est dans cette réaction, cette capacité à apporter une réponse instantanée à la propagande terroriste. Vous parlez de la communication du gouvernement? De tout le monde. De tout le monde. Parce que n'oubliez pas, c'est-à-dire qu'on est tous touchés. C'est-à-dire qu'il y a que quelqu'un qui ne se considère pas comme algérien qui se dit, bon, ça ne me concerne pas. C'est son problème. C'est une affaire d'État. Oui, voilà, c'est une affaire d'État et c'est une affaire de peuple aussi. Et d'ailleurs, le peuple, il est à saluer sur sa maturité. Ça, on ne le dit pas assez, mais l'opinion publique algérienne, comment elle a réagi, la jeunesse algérienne, comment elle a réagi sur les réseaux sociaux, c'est exceptionnel. Il y a une solidarité de fait. Hein. Il y a une compassion avec ce qui s'est passé. Il y a une sorte d'élan émotionnel populaire qui a entouré cette action et qui a donné, je pense, plus de force à l'intervention de l'armée aussi rapidement. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire, il y a aussi le peuple à saluer. Maintenant, sur les dispositifs médiatiques et de communication face au terrorisme, parce que face au terrorisme, il faut être prêt, d'accord, avec des barrages, des scanners, des contrôles, des machins, mais il faut être aussi prêt sur le plan de la communication. Et sur le plan de la communication, il faut dire la vérité, ils sont très très bons. Ils sont excellents. Utiliser 2 agences de presse mauritaniennes dont les financements sont faits par un pays voisin, distiller une information, des enregistrements, laisser les portables, comme vous avez dit, faire pression sur le gouvernement, leur propre gouvernement, pour qu'ils fassent pression sur le gouvernement algérien et obtenir qu'il n'y ait pas intervention, pour laisser pourrir la situation, pour pouvoir négocier, pour pouvoir exploiter cet événement encore plus dans le temps et affaiblir de ce côté-là toute capacité de réaction algérienne, aussi bien politique, militaire ou diplomatique. Là, on serait directement, vous aurez eu le chef terroriste, l'otage avec sa ceinture à côté, et il passe sur le Jazeera. Et là, ce serait une autre histoire. Mais sur ce plan-là, il faut dire ce qui s'est passé. Moi, je suis très déçu par le manque d'anticipation sur ce plan-là, parce que la guerre contre le terrorisme se gagne aussi dans les médias. Donc on devait réagir vite et communiquer plus. Vous savez, la lutte antiterroriste, c'est quoi? Boukra. C'est 20% de militaires. C'est 30% de politique et c'est 50% de médiatique. Voilà la lutte antiterroriste. Ça veut dire que si vous assurez convenablement les 20%, vous remportez une victoire militaire, mais que vous n'avez pas assuré les 30% de la dimension politique, si vous n'avez pas lutté politiquement, idéologiquement contre l'idéologie qui nourrit ce terrorisme, même si vous avez gagné la bataille sur le plan militaire, vous finirez par la perdre. Qu'est-ce que vous reprochez à la communication du gouvernement dans cette affaire? La rapidité, la précision, qu'est-ce que vous leur reprochez? La communication au gouvernement. Oui. Moi, j'ai pas vu le gouvernement communiquer. Vous avez vu le gouvernement communiquer? Moi, j'ai pas vu. On a une ministre d'Intérieur à la télévision. J'ai entendu 2 ministres qui se contredisaient. J'ai entendu des lapsus. Bref, pour moi, ce n'était pas de la communication. Comment expliquer ce que... C'est vrai ce que dit Ibrahima. 2 agences de presse mauritaniennes. Qui étaient cités par les médias occidentaux. Ah oui, non, mais qui sont devenus les véritables relais sur le plan médiatique. On sait par qui ces 2... sont financés. Sont financés, on le sait. Donc, je veux dire... Alors que tout de même, en Algérie, l'État algérien dispose tout de même de plus de moyens et de capacités sur le plan de la communication que ces 2 petites agences. Comment un terroriste peut-il avec un portable? Alors, il est vrai que la communication est très délicate dans ce genre. Il est vrai que la communication ne signifie pas informer les gens du nombre de troupes qui interviennent ou du nombre de terroristes exactement. Il faut savoir quoi dire, comment le dire. Absolument. Et quand le dire. Oui, c'est-à-dire, là aussi, il ne faut pas verser dans l'excès inverse et dire que la communication dans la lutte antiterroriste, c'est en fait la maison en verre. Non, non.
Trop de communication tue la communication. Par contre, voilà, il y a une prise en charge de tout un aspect émotionnel. Il y a aussi l'adhésion de la propre population. C'est-à-dire, à la limite, avant même l'opinion, ce qu'on appelle l'opinion publique internationale, il y a les Algériens. Et on a vu combien les jeunes, sur les réseaux sociaux, ont été performants. Donc il y a un potentiel. Et je ne comprends pas, c'est vrai, j'ai entendu 2 ministres, au niveau de la télévision, on avait très peu d'informations, la radio aussi, bref. Ce n'est pas très normal, ces choses-là. Très bien. Alors, une question qui va me renvoyer au dernier volet concernant un peu la réaction des capitales occidentales. J'aimerais m'arrêter sur les États-Unis, quand même, c'est la première puissance mondiale. Alors, je parle au conditionnel. Les Américains auraient proposé leur force spéciale pour l'intervention conjointe avec les forces spéciales algériennes à In Amenas, au site de Tigan-Tourine. Alors, Alger aurait tout simplement signifié la fin de non-recevoir, donc refus total. Washington comme simple spectateur dans cette affaire, c'est vrai que c'est une image assez rare. Alors, je parle au conditionnel, parce que c'est une information qui a été reliée un peu partout, on l'a même entendu dans des médias occidentaux. Quelle lecture faites-vous si vraiment c'était avéré? Écoutez, je dis, concernant les Américains, il n'y a pas à s'étonner. Moi, j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis. Les Américains connaissent très bien le Maroc, parce qu'il y a du hashish, il y a beaucoup de choses. Ils connaissent très bien l'Espagne, mais je me rappelle à l'époque, quand on leur disait Algérie, ah ben, ils vous regardaient avec de gros yeux. Ça se trouve où? Les Américains ne connaissent pas l'Algérie. C'est loin, c'est trop petit, et puis ils ne connaissent pas. Il n'y a rien qui... le Maroc... Non, mais on parle de l'armée américaine. Oui, non, mais c'est vrai. C'est pas comme le commun des mortels. Non, mais c'est un problème de culture aussi. Hein. Le peuple américain, tout ce qui est en dehors de mon igloo... Vous y croyez un peu à cette thèse? Ils auraient proposé... Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça ne m'étonnerait pas, je veux dire, comme comportement. Ça ne m'étonnerait pas. D'accord. Mounir Boudjman? Non, je voulais dire qu'il propose, c'est normal. C'est-à-dire qu'il le ferait dans n'importe quelle situation. Mais que l'Algérie refuserait. L'Algérie refuse parce qu'il faut qu'on resitue le contexte politique de l'intervention de l'armée sur le site d'In Amenas. Qui a été d'ailleurs salué par tout le monde. Oui, mais au-delà de l'aspect technique, qui appartient aux spécialistes, il y a l'aspect politique. C'est une décision de souveraineté nationale. Si on ne l'a pas assez souligné, les gens n'en parlent pas assez. On est souverain chez nous. Et on fait ce qu'on veut. Pas ce qu'on veut. On agit selon la situation d'urgence qu'il y avait. Donc à partir de là, avertir X ou Y, de lui dire, écoutez, j'ai un groupe terroriste qui risque de me faire exploser. Je fais quoi? La plus grande centrale de gaz de mon pays. Je ne vois pas pourquoi on prendrait le téléphone et avertirait les autres. Et ça, c'est un acte de souveraineté qui est très important à souligner, parce que derrière une décision même militaire, il y a une décision politique qui affirme des choses, qui envoie un message à la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale, pendant 24 heures, elle disait un peu n'importe quoi. Parce qu'il faut se rendre à l'évidence. Je pense que la déclaration la plus importante, la décisive, qui a fait un peu changer les esprits, c'est celle de Léon Panetta, le secrétaire américain à la Défense, qui a dit, bon, écoutez, les mecs, on négocie pas avec le terrorisme. C'est-à-dire c'est une doctrine qui est là, que les Américains affirment de plus en plus depuis le 11 septembre. Donc il faut, j'arrive pas à le dire en français, c'est-à-dire revenez à la raison. Revenez à la raison. Non, revenez à la raison. Les Algériens ne font que lutter contre le terrorisme. C'est-à-dire, c'est quoi ces critiques qui s'abattent sur un gouvernement et pas sur les auteurs du crime lui-même? C'est-à-dire, c'est du non-sens. On est tombé dans un truc de délire. Il ne faut pas oublier que ce pays, l'Algérie indépendante moderne, est né d'un acte libérateur. En fait, la date fondatrice de notre pays, c'est le 1er novembre 1954. C'est un pays qui n'a pas eu une indépendance concédée, comme cela s'est passé dans une très grande partie de l'Afrique. C'est une indépendance arrachée par une longue lutte sanglante qui nous a coûté cher. Donc cela marque cette origine de l'Algérie. D'ailleurs, les Américains, normalement, doivent le savoir. Eux, dans le pays, est né aussi d'une guerre de libération. Donc sur ce plan, on le sait très bien, et tout le monde le sait, les Algériens sont très sourcilleux sur la question de la souveraineté nationale, sur la question d'indépendance. Et puis moi, je pose une question à tous ces gens qui voulaient nous aider.
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait dans les années 90? On en avait vraiment besoin. Et à l'époque, on ne leur demandait pas d'envoyer des troupes. On leur demandait de nous vendre du matériel avec notre argent. Et ils refusaient. Et de nous soutenir dans notre lutte. Donc, soyons sérieux. D'accord. Alors, on a vu la réaction de Washington. Paris aussi a, il faut le dire, ménagé Alger. D'ailleurs, François Hollande envoyait tout à l'heure un message au président Bouteflika en lui disant et en lui réitérant le soutien de Paris vis-à-vis de cette affaire de prise d'otage. Il y a eu par contre Londres et Tokyo qui avaient, on va dire, une réaction... excusez-moi de vous le dire, mais assez bizarre au début, assez hostile, mais ils se sont par la suite rétractés, changement de ton. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, à votre avis, Mounet Boudjma, pour Tokyo et Londres? Non, mais je reviens, bon, mis à part le fait de ménager les opinions publiques, parce qu'il y a des opinions publiques très fortes qui demandent des comptes, donc à partir de là, d'expliquer que du rôle d'un gouvernement, c'est de tout faire pour essayer de sauvegarder la vie de ses ressortissants, même dans un pays aussi lointain que l'Algérie. C'est normal, c'est du classique, c'est des hommes politiques qui font le job, ils font leur travail. Ça, c'est d'un côté. Mais moi, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'à force de vouloir contenter ces opinions publiques, de leur dire, attendez, il y a une crise en Algérie, on va essayer de faire pression sur le gouvernement algérien pour qu'il n'y ait pas d'intervention, qu'il n'y ait pas de casse, qu'on aille dans l'autre versant, où on absout le terrorisme, où on ne dit pas clairement que l'Algérie est une victime du terrorisme, que l'Algérie a été ciblée par le terrorisme, que tout ce qu'on fait, c'est un acte de légitime défense par rapport à quelqu'un qui nous a agressés. C'est-à-dire qu'il faut rendre les choses à leur place. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a eu un peu quelque chose de déraisonnable, c'est vrai qu'ils sont revenus très vite. Bon, le Japon, on peut l'expliquer parce que c'est très lointain, et il faut dire, les Japonais réagissent de la même façon partout, c'est-à-dire dès qu'il y a... De toutes les façons, le Japon paie toujours. Voilà, exactement. Lui, concernant les Britanniques, pour moi, c'est un peu plus étonnant dans le sens où British Petroleum, qui gère le site de NMNA, c'est britannique. Donc à partir de là, de dire il faut voir d'abord balayer de France à porte et voir quelles sont les responsabilités de BP en termes de sécurisation du site, en termes d'investissement sur les moyens de sécurité, le niveau de coordination qu'ils peuvent avoir avec l'armée. Je vous dis, les Chinois qui sont pas loin du site de BP ont appelé l'armée algérienne et c'est elle qui sécurise le site. Repsol espagnol, pareil. Pourquoi les Britanniques l'ont pas fait et donnent ça à gérer à des compagnies de sécurité privées dont on ne connaît pas les références? Donc aussi, les Britanniques... Donc vous incombez un peu la responsabilité. Pas la responsabilité, mais chacun, maintenant, l'enquête, j'espère, de la justice algérienne va déterminer un peu les responsabilités et les complicités, mais peut dire, à un moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Qu'est-ce que vous avez fait sérieusement? Est-ce que les gens étaient armés? Est-ce qu'il y a des caméras infrarouges à 5 km autour du site? Est-ce qu'il y a du matériel que vous avez investi pour la sécurité du site? Parce qu'il y a des accords internationaux, l'armée algérienne, vous n'allez pas la mettre partout. C'est pas possible, on ne va pas rentrer dans les ambassades chez les gens et leur dire c'est une question aussi de souveraineté. C'est eux qui décident de leur propre sécurité. Esbokra, sur cette question des chancelleries, des capitales occidentales Monsieur Boudjma, il y a le fait, à mon avis, que vous savez, il y a toute une image. Là aussi, c'est le manque de communication de l'Algérie. Il y a toute une image qui est construite par le réseau des médias transnationaux de l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les débats quand il y a les experts, dès qu'ils parlent de l'Algérie, alors ils commencent par dire c'est une armée qui a été formée par les soviétiques, donc elle va agir selon le même modèle de façon brutale. Alors ils ont parlé de la façon de faire russe. Voilà, carrément. À maintes reprises. Voilà, donc il y a... Ensuite, c'est le tiers-monde. En général, là aussi, les Occidentaux... Vous savez, ça se déroule dans les pays du tiers-monde, c'est une armée du tiers-monde, par conséquent, ce serait une armée qui se limiterait à l'acte le plus primaire, le plus... Il y a toute cette image. Véhiculée. Et auquel on n'a jamais, malheureusement, on n'a rien fait. Il y a cette image de l'Algérie qui est fabriquée par ces médias et qui laisse ce type de réaction advenir à ces moments-là. Mais à l'étranger, quand vous étudiez l'image de l'Algérie, d'ailleurs, comme vous le dites, la première réaction, c'était de dire c'est l'armée algérienne, donc c'est russe. Alors les Russes sont intervenus de façon, comme ils disent, brutale, donc boucherie, ça va être la même chose. Alors en plus du fait qu'ils ont qu'il y a cette matrice
au niveau de la formation militaire, c'est aussi un pays du tiers-monde. D'accord. Mais ce qu'ils oublient, c'est-à-dire, et c'est là qui est étonnant, ils oublient que cette armée est en train d'affronter le terrorisme depuis 1992, qu'elle a un capital d'expérience considérable, qu'elle a déjà été confrontée à des situations beaucoup plus complexes. Donc, moi, je pense qu'il y a ces préjugés. Alors, vous parlez de l'armée, justement. Elle a prouvé son efficacité, rapidité, professionnalisme. On a vu le résultat. On en parle depuis le début de cette émission. Il ne reste pas beaucoup de minutes. Alors, deux petites questions et on termine. D'abord, alors, donc, je vous le disais, l'armée a marqué des points dans cette affaire. Mounir Boujma, vu la manière d'agir des forces spéciales de l'ANP, est-ce qu'à votre avis, c'est tout simplement dissuasif pour les groupes armés à l'avenir? Dissuasif, je ne sais pas. Le terrorisme ne s'arrête pas à si peu, mais le message non, le message a été reçu. C'est-à-dire le message a été reçu. Site sensible, intégrer, entrer dans le territoire algérien, essayer de faire des coups d'éclat. Mais ce genre de message, vous savez, on oublie, au-delà d'Inamenas, que le travail est fait. C'est-à-dire que l'armée fait le job, comme on dit, depuis des années. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu un message, il y a eu une situation de crise. Elle a bien répondu à la crise, mais on oublie quelque chose qui est, j'allais dire, plus important que réagir pendant la crise, c'est d'assurer la sécurité du territoire tout le temps. L'intégrité territoriale, constitutionnellement. Et la souveraineté algérienne. Et c'est là où le danger guette. Parce que là, actuellement, avec l'affaire tunisienne, avec l'affaire libyenne, avec le problème du Mali, avec l'abcès de fixation pour le problème du Sahara occidental, avec le Maroc, c'est-à-dire que vous savez combien il y a de milliers de kilomètres à sécuriser et que c'est tout le dispositif militaire algérien qui tournait vers cette sécurisation et cette stratégie de sauvegarder le territoire national. Et c'est là où ils sont admirables, c'est dans ce travail quotidien, au-delà de l'opération elle-même, qui a été saluée d'ailleurs par tout le monde. D'accord, les Bouka. Oui, c'est un message qui est très clair à mon avis. Quiconque oserait ou voudrait rééditer ce forfait paiera le prix, quel que soit le coût. Très bien. Voilà. Alors, une dernière question. Rappelez-vous les attentats du 11 septembre. À l'époque, un certain président américain disait il y avait l'avant 11 septembre et il y a maintenant l'après 11 septembre. Je vous pose la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de l'avant Inamenas, l'après Inamenas? Qu'adviendra-t-il à l'avenir? Quelles seront les conséquences sur notre pays? Mounir Boujma. Les conséquences, c'est que l'élan de... Je ne pense pas qu'il y ait un avant-après Inamenas. C'est-à-dire que c'est... l'Algérie, la société algérienne, le peuple algérien a réussi à avoir une capacité d'absorption extraordinaire des chocs. C'est-à-dire à travers, ça fait 20 ans qu'on reçoit des chocs et ça fait 20 ans qu'on est debout. Donc à partir de là, cette capacité exceptionnelle de résilience, comme on dit, c'est-à-dire les Algériens l'ont par rapport au phénomène du terrorisme. C'est pour ça qu'ils réagissent avec sérénité, avec calme par rapport à d'autres peuples où les choses seraient passées comme ça. Hein. La société, l'opinion publique aurait été affolée. Il n'y a pas d'affolement, il y a une réaction de mesure, de tranquillité et qui, je pense, doit donner un peu l'exemple aux décideurs pour comprendre que ce peuple est derrière ces institutions et que peut-être c'est le moment d'utiliser Ain Amenas pour réfléchir à d'autres modes de gouvernance que celle actuellement. Les Boukra. Moi, je répondrai par un souvenir. Hein. Je me rappelle de l'attentat du marché d'El Biar. C'était un véritable massacre. La police est venue, ils ont fait leur boulot. Ensuite, les gens ont nettoyé le sang avec de l'eau et le marché a repris, la vie a repris. Ce qui est une capacité extraordinaire à récupérer après des chocs pareils. C'est-à-dire que la longue lutte que nous avons menée contre le terrorisme a fait que maintenant nous avons des ressources mentales, culturelles. Notre rapport à ce type d'action est très particulier. Mais le problème, en fait, il n'y aura pas pour moi un avant et un après Inamenas. Très bien, je voulais avoir vos avis et vos réponses. Voilà, c'est un événement qui est très grave. Mais par contre, il ne faut pas oublier que le danger persiste
il est d'abord chez nous, il est à nos frontières, pas avec le Mali seulement. Il y a la Libye, il y a la Tunisie, il y a la question, il y a le Maroc, il y a la question du Sahara, comme il disait. Donc nous sommes dans une situation très difficile. Et il y a le fait aussi que la véritable guerre, elle ne se gagne pas aux frontières seulement, mais aussi à l'intérieur. Très bien. Merci beaucoup, Ilyas Bokala. Je rappelle que vous êtes expert dans les questions stratégiques et de terrorisme. Mounir Boujma, notre confrère du quotidien Liberté. Vous êtes directeur de la rédaction et spécialiste des questions sécuritaires. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation sur un sujet aussi sensible, il faut le dire. Madame, monsieur, je vous souhaite une excellente suite des programmes. À la semaine prochaine. Bonsoir.